Sur un champ de bataille où tout le monde est mort, l'enfant arrive et quelqu'un lui demande s'il est Ash. Il dit lui avoir confié le commandement de l'Est. Pourquoi est-il ici? Un Ash, abattu, dit qu'il est là pour l'achever. Le type blond se retourne, le fixe, et Ash dit qu'il semblait vouloir envoyer son unité comme diversion juste pour les perdre. Il demande à son père s'il a bien compris. Le blond le regarde et dit « Mon idiot de fils, c'était l'unique utilité de ta volonté. » L'appelle Tash Alnemian. Mec, quel nom compliqué. La famille Alnemian était la maison martiale la plus puissante du continent, gardienne de la famille royale. Son chef, Roderick Alnemian, était le seul à posséder les 7 ailes dans ce pays. Par pur hasard, le protagoniste mourait, abandonné dans la neige. Ce type l'a sauvé et a tout fait pour rembourser sa dette. Mais le talent, c'était pas ça. Un des gamins sans yeux lui dit de ne pas être si sûr de lui. Sa volonté ne sert à rien sans marque. Il n'avait pas les ailes pour prouver sa valeur à son père. Des ailes, en fait des tatouages d'ailes dans le dos, représentaient le pouvoir magique. Il était le seul de la famille sans ailes, surnommé celui sans ailes. Malgré cela, il s'entraînait dur chaque jour, le visage contre le sol, en sueur. L'enfant s'est acharné, pensant que son dévouement le récompenserait. Il a traversé tout l'arc rocheux sans rien obtenir. Caché parmi les arbres, il voit l'armée arriver et se fait surprendre par l'embuscade. Avec son père, il dit qu'il ne comprend pas. Il l'a suivi et lui a fait confiance jusqu'à maintenant. Voilà la réponse qu'il va donner. La blonde demande ce qu'un outil pourrait changer. Son travail est fini, il est temps de partir. Le protagoniste charge, mais on a besoin qu'il se réincarne pour avoir du talent. Le résultat est évident. Il balance l'énorme épée sur le cou de son père et le touche. Quelle humiliation. Le père n'esquive même pas l'attaque de cette chose. Puis l'enfant est enchaîné et, mon Dieu, ses bras et jambes sont coupés brutalement. Ouais, il crie de douleur, tombe par terre, tache tout en rouge, le pauvre. Ses frères lui disent de ne pas se laisser aller. Au final, il a fait ce qu'il devait, mais quelqu'un sans elle est inutile. Il le regarde, disant que le voir ramper lui va bien. Le protagoniste demande « Si tu devais me tuer, pourquoi m'as-tu sauvé? Tu aurais pu me laisser dans la neige. » Le père s'approche et dit qu'il a déjà atteint son objectif dès le début, le pouvoir des 7 ailes dormant en lui. Le protagoniste ne comprend pas et le gars dit que sa mère était utile. Alors, est-il vraiment son père? Je suis perdu. Le père dit que cette chienne n'était bonne que pour donner naissance à la graine dont il avait besoin, puis elle a laissé un garçon abandonné se transformer en glace, après un dernier coup. Alors que notre garçon demande à Roderick de lui répondre, c'est déjà fini. Sa petite main dans la neige dit qu'il fait froid et se demande s'il va mourir ici. Il a tout fait pour survivre, mais ce n'était pas suffisant. Il se retrouve dans un vide de lumière blanche, légèrement chaude, et se demande si c'est le monde après la mort. Il tousse et réalise qu'il n'est pas dans le vide. C'est la réalité, mais où est-il? Il remue son orteil et voit son pied et sa main tout petits. Il réalise qu'il est vraiment un bébé. En regardant sur le côté, il aperçoit le mangeur de rats qui lui a donné la vie. Il semble déjà utiliser une sorte de recherche. Il entend des hommes à cheval crier qu'ils doivent retrouver cette salope, qu'elle ne peut pas être loin dans ce brouillard. Lord Roderick a dit qu'il fallait récupérer l'enfant. C'est alors que le protagoniste réalise que rien n'était une coïncidence. Que se passe-t-il? Roderick veut un bébé. Il le cherche. C'est à ce moment-là que ça lui revient. Lui aussi a été trouvé bébé par une nuit enneigée. Est-il revenu dans le passé? Impossible. Ce serait unique chez Vajonra. La recherche est toujours active. Il tente de se libérer des bras de la femme. S'il ne sort pas de là, il tombera entre les mains de ce type. Le gamin utilise tous les hommes qu'il a, qui savent d'où ça vient. Son corps brûle. Il rampe dans la neige, laissant une trace facile à suivre plus tard. Évidemment, il a du mal à respirer et tous ses membres brûlent. Il est déjà dans une autre vie, mais il continue de ramper, jurant de mettre fin à ce foutu Roderick. C'est alors qu'il s'évanouit. Qui? On dirait que ce sac à merde a réussi à aller assez loin pour qu'on s'approche. Une fille se retourne, appelle le curé et lui dit de regarder ce petit sac de merde. Aifrid, il a l'air confus. Il ramasse les 3 kilos de crottes et se demande pourquoi un enfant est là. Il réalise que le gamin a rampé sur une bonne distance. Putain, ils sont tous excités. Il a rampé comme 5 pâtés de maison. C'est lui le protagoniste, disent-ils. Il dit, putain, ce petit sac de merde est fort, mec. Dans le chapitre suivant, un autre enfant se demande qui il est et qui est ce bébé, car elle semble être venue le chercher. Puis il se fait pincer le nez. Ouais, plein d'enfants. Il est allé dans un orphelinat. Peut-être même un père là-bas, qui répand sa semence à travers le monde. Les enfants disent que le petit garçon vient de se réveiller et qu'il ne faut pas le déranger. J'ai peur. Il a déjà 5 sœurs. Pour l'instant, ce sont des enfants, mais ils vont grandir. Le protagoniste est dans les bras d'une fille. Il peut déjà se dégager et tente de fuir. La petite fille arrive en courant. Attendez,
Il pense qu'il va tomber, mais un gars le sauve en disant que ce garçon est mystérieux. Le protagoniste le reconnaît. C'est le frère aîné de Roderick, celui qui, dans sa vie passée, l'a achevé. C'est un problème. Il est peut-être dans la maison des extraterrestres. Il sait que ce type, puissant avec ses deux ailes, était aux côtés de Roderick et protégeait la famille royale. Il est mort dans une guerre civile, faisant s'effondrer sa maison. Attends, ce sont vraiment toutes des filles? Ways, attends. Cet orphelinat, c'est sa maison, pleine de filles. Ce type crée vraiment une machine imparable. Le protagoniste se demande comment il a pu atterrir chez le frère aîné de cette personne. Mais maintenant, il est dans les bras de la femme, qui se demande comment un enfant peut avoir assez de pouvoir magique pour voler. Elle lui fait un regard doux et un baiser sur le front, disant qu'il avait peur. Le petit sac de merde regarde tandis que Aifrid arbore un léger sourire narquois, disant que ce garçon a un pouvoir immense. Ce tatouage tribal sur son dos est très clair. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi. C'est à ce moment-là qu'il se souvient que son père parlait de la perte des étoiles. Maintenant, il comprend. Ce type ne l'a sauvé que pour le voler. Le petit est furieux, et la mère demande à son mari « Qu'est-ce qu'on fait avec cette Funko Pop ?» Le protagoniste est inquiet. Il ne voulait pas que son pouvoir retombe entre les mains de cette famille de salopards. Il en avait besoin pour se venger, mais ce type dit qu'il va l'adopter. Super, non? Vous découvrez que vous avez un Elon Musk, mec. Tu vas devenir milliardaire avec ce gamin aux 7 ailes. Je l'adopterai aussi, tout le monde le ferait. Adoptons ce petit sac de merde et prenons nos responsabilités. Mais les filles le jettent par terre comme un idiot, et il demande si elles écoutaient. On dirait que le père essaie d'avoir un fils, non? C'est donc le destin. On ne peut pas lui en vouloir, il a 5 filles. Maintenant, elles veulent toutes savoir qui est la grosse tête cette fois. Allez, maman, c'est quoi le nom de la Funko Pop? Elle dit qu'il s'appellera Astor. Ah, donc dans sa vie passée, il s'appelait H, n'est-ce pas? Il a changé de nom, peu importe. Qui a besoin d'identité? 10 ans plus tard, il n'a pas vieilli d'une seconde. On dirait qu'il est exactement le même que dans la scène précédente, avec des cheveux noirs qui sortent de la voiture. C'est notre garçon de 10 ans, se prenant pour Sun Wukong, dégageant une aura. En gentleman, les mains derrière le dos, sort d'ici, petite grosse tête. L'ancien plus petit Funko Pop, remerciant Astor. On parle déjà de ce qui va se passer, comme j'aime. Festival de la danse de l'épée, l'événement annuel de la maison Alien, rassemble toutes les familles nobles pour renforcer les liens et exhiber le savoir-faire des jeunes. C'est ici que beaucoup ont été humiliés. En passant, des gars discutent. Regardez, ces gars viennent de la maison Efried. Ils sont là pour se ridiculiser, bande de déchets. J'ai entendu qu'ils avaient adopté une Funko Pop. Ça doit être ce gamin bizarre. Je vais le trouver et lui dire de ne pas s'en faire. Dans cet endroit, la faiblesse est écrasée. Et Efried dit que c'est la position actuelle de leur maison. Il voulait qu'ils sachent comment ils sont traités. On dirait qu'il est déçu. Le protagoniste répond que c'est le strict minimum pour que ce soit amusant. He friedrit, content d'entendre ca. Le protagoniste se souvient de la honte de sa vie passée. Évidemment, il était humilié chaque année. C'est un endroit de souvenirs amers. Mais maintenant le gamin a le tatouage sur le dos et le jour de la vengeance est arrivé. En haut, dans une fenêtre, regardez qui c'est, le maïs est là, les salauds qui lui ont coupé les bras et les jambes. Le petit protagoniste est impatient de faire ses débuts spectaculaires à l'événement. Un échange honnête a lieu au milieu de l'arène. À une époque où la pluie nocturne régnait, force et grâce étaient essentielles. D'accord, je pensais que vous alliez danser une seconde, mais c'est un festival de danse, non? Les gars là-bas attaquent, tout de russe. Le protagoniste dit que le secret pour allier force et grâce, c'est l'énergie de la lame. Puis, il brise l'épée de l'autre. Évidemment, on parle des petites ailes dans sa main. Oh, il les a bien en main. Je pensais qu'elles étaient seulement sur son dos. Alphin dit que c'est impressionnant comme toujours. C'est pour ça que les autres sœurs ne sont même pas venues, juste pour se faire remarquer. Le protagoniste est un peu abattu. Se souvenant de l'humiliation des duels à l'épée où son arme se brisait face à celle des autres, il réalise que tout a changé. Alphin lui demande ce qui se passe. Il est nerveux, mais elle lui dit de se calmer. C'est son premier festival de danse de l'épée. Mais il sourit en disant qu'il se sent nostalgique. À ce moment-là, il dit qu'il doit sortir pour le rassemblement des adultes et qu'il laissera Alphin sous sa garde. Elle dit à son père d'arrêter d'inventer. Elle est plus âgée qu'Aster et s'occupera de lui. Et il répond « Petit salaud, cet endroit est plein d'enfants de ton âge. Alors, fais des connexions. Je t'ai pris dans la neige parce que tu es un enfant d'Elon Musk, non? Mais ne laisse personne découvrir que tu as cette aile, sinon ils voudront te tuer. » Le protagoniste dit que c'est bien de les avoir prévenus. Mais il est observé de tous côtés. Ça va être dur de socialiser dans une ambiance hostile. Il s'éloigne, laissant sa sœur derrière lui, comme son père lui a demandé il y a 10 secondes. Il dit
Le protagoniste dit qu'il est ravi de rencontrer Darius. Aster à Lyon, le frère cadet, l'a vu de loin et est venu dire bonjour. Le roux rit un peu. C'est donc cet idiot adopté, trouvé dans la neige, pauvre comme l'enfer. Le gars devient déjà un farceur en disant que c'est fou de donner le nom de famille à quelqu'un comme lui. Le protagoniste se souvient bien de Darius et Grillon, les deux fils légitimes de cette maison, et des imbéciles qui l'ont tué dans sa vie passée. C'est indéniable. Ce ne sont que des enfants qui font les adultes. Alphine l'appelle et dit que ça suffit. Il a déjà dit bonjour, il est temps de partir. Mais son ennemi arrive. Quelqu'un appelle Alphine. Oh non, je pensais que c'était quelqu'un d'autre, mais c'est le rouquin. Il dit qu'elle ne se cache pas derrière son père aujourd'hui. Alors, que diriez-vous qu'elle commence à les divertir là-bas? C'est un ordre de la maison principale. Franchement, vos menaces d'enfants sont trop matures, non? Je ne sais pas, dites que vous allez la faire trébucher, la traiter de laide, mais restons légers. Alphine, elle, n'a pas peur. Elle dit qu'il n'y a pas de maître et elle tire le protagoniste et lui dit de partir. Il allait refuser, mais en la voyant trembler, il change d'avis. Puis le roux demande s'il connaît l'histoire où leur père, chevalier, n'a pas pu protéger le roi, et son frère lui a coupé le bras. Heureusement qu'il n'a pas une lignée sale comme la leur. C'est ce dont Alphine en a assez. Elle va là-bas pour frapper le gars et waouh, il lui crache du vin au visage, mon Dieu. Elle reste là pendant qu'il dit que son père doit être déçu d'avoir une fille sale qui ne pourra même pas transmettre les titres. Ils sont vraiment idiots de croire que cet endroit est une salle de danse. Personne n'est là pour se faire des amis. Le protagoniste s'en rend compte. Putain. Il pensait qu'en étant adulte, les visages de ces gamins ne liraient pas. Mais non. Il prend une bouteille de vin du gars à côté, la lance en disant à Dory d'attraper. Le gars, surpris, l'attrape pour ne pas se prendre un coup au visage. Le protagoniste tranche et éclabousse l'idiot de vin. Je ne comprends pas. Le protagoniste passe sa main le long de la lame et la lèche sans raison. Mon gars, pourquoi? Il cultive l'aura. En le goûtant, il réalise que c'est du jus de raisin et dit que ça convient aux enfants. Dieu merci, pas d'alcool en ville, hein? Mon gars. Puis, nous revenons 3 ans en arrière, le protagoniste débordant d'aura pendant que son père lui demande de se calmer. Il veut tuer ses sœurs ou quoi? Calme-toi, mec. Les filles sont sous le choc. C'est là qu'il a activé le pouvoir des 7 ailes. Le roi et Fred avaient même peur. Il perdait espoir que ce garçon puisse le contrôler. Puis, on revient au bal où un gars ouvre la porte en annonçant un désastre. Le type à gauche demande ce qui se passe. Ils sont en pleine réunion. L'homme dit qu'un garçon a défié la maison principale en duel. Il dit le nom de William et lui et le gars là-bas ne comprennent pas. Je remarque qu'il n'a vraiment plus de bras. Tout imposant avec sa veste, Alphine entre en criant et demande ce qui s'est passé. Le gars barbu est excité, disant que c'est génial de voir un combat entre frères. Ce n'est pas courant. Selon le résultat, le successeur et le vainqueur du festival de danse pourraient être décidés là. Dory lève la main, montrant ses 4 ailes, et traite le gamin d'idiot d'avoir défié la famille principale. Tout le monde s'exclame « Oh mon Dieu, il a 4 ailes, il est trop fort ». Il dit au garçon d'avancer et de montrer son potentiel, ou il subira l'humiliation. Le protagoniste dit que c'est Dory qui devrait avoir honte, agissant en grand juste à cause de sa marque au lieu de prouver sa puissance. Il le prévient que s'il gagne, le garçon devra s'excuser auprès de sa sœur. Dory répond d'accord, mais si c'est l'inverse, Aster sera son chien. Il charge, disant que le garçon sera traité comme un déchet et attaque le protagoniste, qui se défend mais est repoussé. L'épée de Dory tremble légèrement. Dory dit qu'aujourd'hui, il découvrira la différence de pouvoir entre ceux choisis par les dieux, appelant le protagoniste. Le barbu admet que la maîtrise de l'épée de Dory est mauvaise, mais sa magie compense largement. Si une aile représente une bougie allumée, à partir de 4, c'est une explosion de mana. Dory se demande où est passé cet esprit, son pote. Tu ne vas pas me faire m'excuser, hein? C'était juste des paroles. Il va lancer sa double attaque d'en haut par derrière. Le gars potelé est sûr que le combat se termine là. Dory frappe proprement, mais le protagoniste bloque. Le gars est choqué. L'enfant devient sérieux, les yeux à moitié éclairés, et dit que Dory parle trop, le repoussant. Au cours des 10 dernières années dans cette maison à apprendre la magie, il a attendu la parfaite occasion de se venger. Maintenant, c'est lui qui attaque. Énorme coup. Dory ne résiste pas à la frappe lourde et tombe à genoux, la lame presque sur son visage. Le roux ne comprend pas pourquoi il subit une pression avec ses 4 ailes. Le protagoniste garde son regard de Tommy Shelby, tandis que tous sont perplexes. Dory est complètement vaincu. Comment une maison en ruine peut-elle avoir quelqu'un comme lui? Il pense que la situation est terrible. Le protagoniste se souvient que ce type lui a coupé le bras. Va-t-il recommencer? Il renforce son aura. Au loin, des gens lui crient de ne pas le faire. Le barbu est impressionné. Puis boum, un morceau d'épée tombe.
Puis il se retourne et dit qu'il n'est plus un frêne sans elle. Alphine le regarde, heureuse, tandis qu'il pense avoir au moins exprimé un peu de sa haine. Mais soudain, il ressent un malaise. Regardez, le boss final est là. En levant les yeux, il voit la bête, ce foutu Roderick, qui le fixe. Tout le monde dans l'arène trouve incroyable qu'un garçon de cette sale famille batte un membre de la maison principale. C'est peut-être le pire résultat, car ils ne resteront pas silencieux. Le protagoniste panique quand le chef de famille s'approche, projetant une ombre sur lui tout en le fixant. Deris, quelle humiliation. Père, c'était lui. Papa aime a aider, il aime a frapper. Et là, boum, son père lui coince la main avec l'épée. Tout le monde est choqué. Comme dit Roderick, c'est une honte. Que fait-il, traînant le nom de la famille dans la boue? Quelqu'un qui ne sait même pas se défendre. Il essaie d'intervenir. Roderick, arrête ça. L'homme dit que ce garçon n'a pas le droit d'avoir une épée. Puis le protagoniste se met devant. T'es idiote? J'espère que vous intervenez pour tuer. Ne viens pas vers moi avec ça. Il ne savait rien. Attends. Le protagoniste dit que ce type ne s'est pas excusé auprès de sa sœur, donc la punition attendra. Roderick dit que le garçon doit se rappeler qu'il est orphelin. Pense-t-il appartenir à cette famille? Le protagoniste dit qu'il est le fils du vicomte. Oui, quand on juge un chevalier, quel poids détermine sa valeur? Il sous-entend que c'est une question de force. Non? Roderick jette un œil au foin là-haut et dit que ça va. Un membre de cette famille, fils d'un vicomte, a blessé la maison principale. À partir de ce moment, ce n'était plus un jeu d'enfant. Je vais interrompre. Le gars a défendu l'attaque et s'est énervé, sans réussir à porter un coup. Roderick, tu le sais? Toi qui as poignardé ton propre fils. Mais il l'avertit de se rappeler que son père a perdu un bras à cause de cette déloyauté. Comment va-t-il payer? Le protagoniste répond. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'était pas un jeu d'enfant, mais un duel formel, répondant aux insultes avec son épée. N'est-il pas celui qui a dit à Dory que quiconque ne peut pas défendre son nom avec une épée est une honte? C'est pourquoi il n'acceptera pas qu'on lui coupe un doigt. Les gars là-haut disent qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce gamin de 10 ans, non? Il a l'air d'une personne réincarnée. Puis Roderick lance un dernier regard, se retourne et dit qu'il comprend. Il ferait mieux de se préparer. Le gamin est vraiment allé se préparer et une énorme épée arrivait. Mais il s'est fait exploser par quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être un coup de poing. Piri est sous le choc. Le père crie, mais quelqu'un sort de chez lui, il est libéré. Il entre et bloque sans regarder. L'homme fait un double coup de pied, atterrit devant, court aider le protagoniste et lui demande s'il va bien. Mais bon sang, il a encaissé, gamin. Encaissé, et comme s'il n'était pas complètement anéanti et qu'il avait encore un battement de cœur. Roderick jette un œil, se retourne et s'en va. Doris boitille, et l'enfant a un vertige et manque de s'évanouir, mais il l'attrape. Le garçon essaie de cultiver une aura, disant « Père, j'ai protégé notre nom et celui des autres. » Et il ajoute « Oui, tu as été brillant. » Pendant ce temps, Roderick monte les escaliers et le barbu dit « Quelle attitude enfantine, Roderick. Vous frappez un enfant et laissez un autre ruiner la réputation de votre fils. C'est la première fois que je vois ce garçon, il vous a défié et a battu la famille principale. » Le gars potelé dit qu'il avait peur, pensant que Roderick allait couper tout le monde en deux. Mais le chef de famille annonce que des temps difficiles approchent et qu'ils ont besoin d'une tempête forte pour diviser le monde. Cela montre que la force du protagoniste ne justifie pas de tuer l'enfant. Et voilà, prochain chapitre. Tout le monde est choqué, paniqué, et le gamin éjecte tout le monde. Un gars dit que c'est impressionnant que le jeune maître Aster se batte comme ça. D'autres trouvent ça bizarre. Comment ce gamin de 10 ans peut-il faire ça? Un autre dit qu'il a mis Rodriguez fils à terre, l'ayant fait pisser dans l'arène. Pendant son entraînement, le protagoniste explique qu'au festival de danse, il a montré sa puissance et commencé à se faire un nom, ce qui fera taire ceux qui veulent humilier sa famille libérée. Mais son but reste de la détruire. En même temps, il est curieux de savoir à quel point il pourra devenir fort maintenant qu'il est né de nouveau, surtout après avoir failli exploser à cause d'une attaque de Roderick. La marque n'était qu'un indicateur de ses limites. Même s'il a beaucoup de mana interne, il ne peut pas vraiment l'utiliser. Il bat un autre gars à l'entraînement et tout le camp est en émoi. Alphine dit qu'il ne sait pas se contrôler et qu'il aime attirer l'attention. Elle l'avertit que son père appelle, puis il commande sa tenue, rare pour elle. Elle dit qu'elle n'aime pas ça car ce n'est pas mignon et que l'équilibre est essentiel. En la voyant se battre, elle réalise qu'elle ne peut pas rester ainsi tout le temps. À son retour, il devra l'accompagner un moment. Il envoie Absoul au cinéma et lui dit d'attendre, car il doit d'abord régler des choses avec son père. Arrivé là, Siegfried dit « Alors, quoi de neuf? Ça fait 10 ans que tu es dans la famille. Le moment est venu. Je m'attendais à ce que tu grandisses un peu, mais voilà la preuve que tu seras le prochain chef de famille. » Il le nomme successeur, futur vicomte, et il doit comprendre la délicatesse de ce rôle dans la famille.
Il y a beaucoup de choses à protéger et Siegfried ne peut pas laisser le siège du successeur vide indéfiniment. Notre garçon se demande si ses sœurs sont d'accord. Il dit qu'elles seront de retour de la Knight Academy dans 3 jours, et c'est là qu'il officialisera tout. La blanche, c'est Malfa, et la rousse, Kudo. Mon Dieu, quel nom affreux. Le protagoniste pense que Kudo va être furieuse. Elle le déteste juste parce qu'il est un homme et qu'il a les 7 ailes. Il se lève, disant qu'il ne peut pas accepter ça. Il peut à peine contrôler son mana, et c'est un gars inexpérimenté qui a failli tuer sa sœur. Il doute de pouvoir les convaincre. Et Fried sourit et dit qu'il a toujours eu des doutes sur le gamin Funko Pop. C'est pourquoi il savait que ce serait la réponse. Voici le vrai cadeau qui va lui plaire. Le petit protagoniste est surpris. Le gars lui a donné une énorme épée. Elle a l'air petite dans cette boîte, non? Je ne sais pas si tu aimes les couteaux, mais c'est ce qui compte. Il dit que ça contrôle les 7 ailes. C'est l'épée magique dévorante. Comment la forêt est-elle née? Demande le protagoniste. Eh, papa, tu n'aurais pas pu me montrer la grande épée là-bas? Pourquoi sommes-nous venus ici? Il répond que c'est une précaution, car la dernière fois, il a presque détruit la maison. C'est l'épée légendaire, transmise de génération en génération. Et c'est comme une petite épée. Pourquoi vous moquez-vous des gens avec de petites épées? L'important, c'est l'habileté, et celle-ci est assez grande pour faire son boulot dans un corps, non? Ouais, d'accord, tout est clair. Il plaisante, mais c'est vraiment une grande épée cassée. Et le père dit, regarde, ça a l'air cassé, non? Mais si tu y mets de la force, ça grandit. C'est une lame qui change de forme selon la magie de l'utilisateur. Le gars a tiré une virgulama et a détruit la forêt. C'est un peu trop, non? Le problème avec cette épée, c'est que si votre mana est faible, elle vous épuise plus qu'une autre. C'est pour ça qu'elle est tristement célèbre. Viens ici, gamin, prends-la. Le petit protagoniste l'attrape, se demandant s'il va vraiment y mettre son mana. L'énergie se rassemble autour d'elle, formant cette virgulama. Étrangement, l'épée lui tire du mana sans qu'il ait à faire quoi que ce soit. De loin, les chevaliers voient une énergie traverser les cieux. L'un d'eux demande « Qu'est-ce que c'est? Une comète ?» Ils ne comprennent pas vraiment, mais Alfie en est sûr. C'était la réponse d'Aster. Le petit protagoniste dit « Papa, cette épée est incroyable. » Il répond que l'exceptionnel, c'est le talent du garçon et qu'aucun de la famille n'a jamais eu cette aile. S'il maîtrise ce pouvoir, il surpassera Roderick. C'est son but. Mais son père avertit que le grand pouvoir entraîne de grands conflits. Quand on découvrira qu'il a cette petite aile, tout le monde le détestera et le convoitera, certains tenteront de le trahir. Et s'il ne veut pas regretter sa faiblesse le jour J, il doit devenir plus fort et plus rapide. Le petit protagoniste prend sa main et acquiesce. Il ne veut pas vivre misérablement comme dans sa vie passée. Il remercie son père et promet de maîtriser les 7 ailes et cette épée. 3 jours plus tard, la mère les accueille. Kudo et Malfar sont de retour, et Kudo se présente comme la jeune servante rentrée chez elle. Elle veut savoir où sont les adorables petites sœurs. Les autres, ne connaissant pas encore leur nom, accourent pour les embrasser. Ensuite, ils s'accrochent à Malfa, se fâchant contre Kudo pour leurs cheveux décoiffés. Les bras croisés, elle dit qu'elle ne fait pas ça, puis aperçoit Alphine. Elle court vers elle, la serre dans ses bras, ébouriffe ses cheveux et lui donne des baisers. Mais Malfa regarde autour d'elle et demande où est Aster. La mère ne semble pas très enthousiaste pour parler. Pendant ce temps, dans la forêt, des explosions retentissent. Depuis que le petit protagoniste a appris à faire grandir la grande épée, il ne s'arrête pas. La forêt est ravagée et Kudo arrive en disant qu'il se pousse trop. Elle veut savoir pourquoi il ne l'a pas salué. Était-il occupé ou trop froid? Pense-t-il qu'il est si spécial qu'il ne se soucie plus d'elle? Au fait, elle a entendu parler de ce qui s'est passé au festival de danse. Toute l'académie disait le nom du garçon et elle est sûre que leur père est fier. Pendant ce temps, elle était en mission et entraînement, étant la seule chevalier à avoir un titre de platine. Elle répond que oui, c'était le strict minimum pour hériter de la position de leur père, et c'est de ça qu'elle veut parler. Elle a découvert qu'il avait refusé l'offre de lui succéder. Avait-il peur de lui faire de la peine? L'enfant se demande pourquoi quelqu'un l'a dit à ce salaud, mais il précise que ce n'était pas son intention. Il pense qu'elle est plus qualifiée. Kudo sait que c'est son rêve, mais il reste cruel. Le protagoniste ne comprend pas, et elle frappe avec son épée, détruisant un arbre. Elle essaie de se montrer, mais elle a ravagé la forêt. Il se demande pourquoi elle l'a attaqué. Pourquoi agit-elle ainsi? Elle dit qu'il doit montrer au grand CIS ce qu'il fait. Ils vont avoir un vrai combat. Il lui demande d'attendre, car il ne maîtrise pas l'épée. Elle répond que sur le champ de bataille, personne ne s'en soucie. Un chevalier doit toujours être prêt. Donc s'il n'agit pas, il va être détruit tout de suite. Elle se lance, prenant ça au sérieux. Le protagoniste doit activer la grande épée, disant qu'il ne peut pas l'arrêter. Il doit prendre ça au sérieux. Elle arrive avec une sorte de mana tournant, et je ne sais pas ce qui va se passer, le chapitre est fini. Pomme. Plein d'explosions dans la forêt.
Mais en même temps, elle veut savoir quel genre d'embarras il appelle une épée. Il ne connaît même pas les bases pour gérer son propre mana, et elle le jette au loin. L'enfant se fait battre pour de vrai et dit que sa sœur Kudo y va fort. Mais elle a toujours été comme ça, étant le seul homme et probablement l'héritier du trône. Tout ce qu'elle jugeait déshonorant, elle le poursuivait pour le battre, comme pour lui donner une leçon. En quelque sorte, elle est son ennemi naturel. Et là, elle arrive avec un autre énorme barrage, le forçant à activer la grande épée, disant que cela rend plus qu'évident qu'il n'est pas digne d'hériter de cette maison. De loin, Malfa regarde et dit « Papa, est-ce vraiment bien de laisser ces deux-là comme ça ?» Il dit que le pire serait qu'un mort survienne, mais il est sûr que ça n'arrivera pas, car ils sont de bons rivaux. Malfa espère qu'il a raison, mais elle se demande pourquoi ils ont été rappelés de l'académie, ce n'est pas pour parler de succession. Il dit non, puis sort une lettre d'un tiroir disant qu'ils sont convoqués par la famille principale. La branche principale veut voir ses petits-enfants. Dans le pire des cas, il pourrait perdre Aster. Le protagoniste dit à Kudo d'arrêter d'être ridicule. Pourquoi parle-t-elle de succession? Il a déjà refusé, et elle répond que c'est exactement ce qu'elle n'aime pas et lui porte un autre énorme coup. La protagoniste avait l'impression d'être une sorte de troll brandissant un gourdin, mais l'enfant a ce butin. Un petit mouvement de main, il repousse son attaque sur le côté et arrive par derrière, disant qu'il en a assez d'écouter. Elle rit, lui dit qu'il doit être fatigué de fuir. Sa contre-attaque est inutile, c'est lui qui se fait projeter au loin, tout sanglant. Elle dit que les pires combattants de haut niveau ne savent utiliser que leur épée. Mieux vaut au moins savoir faire de la magie. Pour être au sommet, il faut maîtriser les deux. Puis elle ajoute, la grande sœur est déçue. En théorie, la différence entre Marc et elle indique la force. Pour chaque aile, on est 3 fois plus fort que le précédent, donc elle, avec ses 5 petites ailes, est 2 niveaux en dessous de lui. Pourtant, il perd tous les concours de force. Dans la dernière seconde du combat, il a choisi d'arrêter d'utiliser le mana pour se concentrer sur l'escrime. Il n'a aucune confiance en son pouvoir, ou peut-être a-t-il peur que ce qui s'est passé l'année dernière se reproduise. Le protagoniste pense qu'il vient d'être complètement dévoré, et ce qu'elle a dit a du sens. Peut-être qu'il a peur du pouvoir des 7 ailes, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Inconsciemment, se limite-t-il? Son épée est-elle instable parce qu'il tente de supprimer sa magie? Kudo dit qu'il a tout ce qu'elle rêvait. Et c'est pourquoi s'il est arrogant et laisse son talent disparaître sans que personne ne le remarque, il ne le mérite pas. Il l'attaque à nouveau. Mais le protagoniste fend l'air et l'arrête. Impressionnée, elle dit qu'il frappe enfin de toutes ses forces. Il répond que grâce à elle, il s'est réveillé. Mais quand elle regarde devant elle, il charge avec son épée désactivée. Est-il à court de mana? Malgré ses 5 ailes, elle voit enfin une chance. En même temps, le protagoniste pense qu'il va utiliser toute son énergie pour créer un impact instantané. 1. Je ne comprends pas. Elle s'est défendue et a dit qu'il avait une idée intelligente. Alors le protagoniste dit qu'il ne compte pas gaspiller sa seconde vie. Ce pouvoir, son épée, sa famille, tout ça, c'est ce qu'il n'a jamais pu avoir. Oui, il a révélé qu'il a une autre vie. Et elle réagit. Seconde vie, qu'est-ce que tu veux dire? Le garçon a dit qu'il était le gars réincarné de nulle part et s'est précipité. Autant lui donner une claque pour qu'elle s'évanouisse et oublie. Il a balancé son épée, mais a annulé son coup à la dernière seconde. L'épée a traversé et il s'est glissé en dessous pour la frapper au ventre, comme s'il allait tuer sa sœur, non? Mais nous sommes dans le prochain chapitre. Apparemment, ça a fait mal. Elle s'est réveillée confuse dans sa chambre. Le protagoniste a fait le classique coup sur la tête pour faire oublier. Elle est confuse pendant que Malfa explique qu'elle a été assommée longtemps. Elle se lève, curieuse de savoir ce qui s'est passé. Qu'est devenu Astor? Malfa répond qu'il l'a amenée ici après le combat, disant qu'elle s'était évanouie. Rien de grave, juste de la fatigue. Kudo le sait, non? Qu'elle a été battue. C'est étrange, car à la dernière seconde, elle pensait qu'il allait lui ouvrir le ventre. Mais il a éteint la lame. Seul un résidu de sa magie l'a atteinte. Elle n'a jamais cru qu'Astor la tue. Mais à ce moment-là, elle avait vraiment peur de mourir. Elle pense à tout ça en souriant. Elle prend son épée et demande où est Astor. Elle n'accepte pas ça. Pas question. Cette fois, elle ira jusqu'au bout. Mais Malfa dit qu'il est malheureusement parti. Elle demande où aller et sa sœur explique qu'il a été convoqué par la famille principale. Lui et son père sont partis il y a quelques heures. Furieuse, elle dit qu'elle n'était pas au courant. Pendant ce temps, le petit protagoniste est dans sa voiture, il a grillé son avertissement. Les protagonistes qu'ils vont rencontrer aujourd'hui sont ceux qui soutiennent la famille dans l'ombre. Les anciens, d'autres familles et des figures influentes. En gros, des retraités avec une énorme influence, des souverains de l'ombre, qui n'ont jamais intéressé notre garçon à son adoption. Mais après sa prestation, étrangement, ils veulent le rencontrer.
Le roi Efrid demande au garçon, espèce de gamin fou, où il a entendu cette histoire, fin Copop. Il répond qu'il a entendu partout, rien de spécial. Il se prépare à une exécution privée ou à l'exil s'il ne montre pas son pouvoir. Efrid lui demande s'il comprend que ça pourrait arriver. Comment peut-il partir sans dire au revoir? Il dit que ça va, qu'il prévoyait déjà de partir à leur arrivée. En fait, c'est mieux, car Kudo ne s'en mêlera pas. Grâce à elle, il a compris comment utiliser cette épée correctement. Et il sent qu'il commence enfin à comprendre comment fonctionne la puissance de cette aile. Son père n'a pas à s'inquiéter, il est prêt à survivre seul. Mais à ce moment, la voiture tremble. Je pensais que c'était un ennemi, mais c'est Kudo qui lui dit d'attendre. Elle monte en disant qu'il est trop cruel de partir sans dire au revoir à sa grande sœur. Elle a appris qu'il a été convoqué dans la salle des grands anciens, alors qu'elle et Malfa n'ont jamais été appelés. Mon Dieu, son vrai nom est Kudriavuka. Son père lui dit qu'elle ne peut pas y aller. Elle s'assoit et dit qu'elle comprend, mais qu'une convocation comme ça demande de la prudence. Malfa a dû lui dire qu'Aster pourrait ne jamais revenir. Le protagoniste pense qu'ils exagèrent, qu'il va juste discuter. Elle lui dit d'écouter, elle le déteste. Elle le déteste parce que c'est un garçon, qu'il a cette aile, et qu'il est traité différemment. Elle déteste qu'il soit plus fort qu'elle et qu'il se comporte comme un adulte. Mais malgré tout, il reste de la famille. Et même s'il veut se sentir supérieur, il reste le petit frère. Il doit revenir vivant pour une revanche. Ça fait discours de mort, non? Il reviendra. Puis il réalise, oh non, elle a été tuée. Ma copine leur dit au revoir. Tu vas mourir. Je respecterais l'auteur s'il avait le courage de tuer la fille. Les portes s'ouvrent, ils accueillent avec peur et disent que les anciens les attendent. Les gars les entourent. Il dit qu'il connaît le chemin. Les chevaliers, cependant, disent que ce n'est pas permis. Ils ont reçu l'ordre de les escorter strictement. Évidemment, ils ne sont pas là pour chouchouter le garçon. En même temps, le petit protagoniste ressent de la nostalgie en rentrant chez lui, parcourant les couloirs devenus diurnes. Le père continue de... Le garçon se rappelle que ce n'est pas un endroit pour se fâcher. Peu importe ce qu'on lui dit, il doit garder son calme. Il dit que tout dépend de l'attitude du vieux. Le père répond qu'il est foutu, car s'il pense comme ça, il va provoquer un désastre. Le petit protagoniste regarde les autres s'entraîner. Le père dit quelque chose sur la prudence, mais il est distrait par les combats. Puis ils lui remettent l'épée et le gars lui dit encore une fois de rester silencieux et calme. La porte s'ouvre et quelqu'un annonce que Lorigfried et son fils sont arrivés. Quelqu'un à l'arrière dit qu'il est finalement arrivé après 10 ans. Mon petit-fils, Igfried, s'agenouille pour saluer le chef numéro 6, le grand aîné. Le petit protagoniste fixe alors celui qui tire les ficelles ici, la plus grande ombre de la famille, Zeni, entouré des puissants influents. Il reconnaît quelques visages du festival de danse, mais où est Roderick? Le type répond tout de suite que la personne qu'il cherche n'est pas là. Roderick est le chef des chevaliers au service de la famille royale et n'a pas le temps pour des choses triviales, même s'il y a environ 40 personnes dans la pièce. Le protagoniste pense que dans sa vie passée, il était si mal vu dans cette famille qu'il n'a jamais vu le visage de ce vieil homme. Pourtant, il est sûr que la présence de tant de cadres signifie qu'il se passe quelque chose. Il lui demande alors d'expliquer ses banalités. Zeni répond qu'il devrait déjà deviner. Son chien a causé des dégâts au festival de danse. Le protagoniste le soupçonnait déjà. Il dit que le problème avec Roderick est résolu. Mais Eni rétorque que ce n'était qu'une performance pour le public, et le nom de la famille reste taché. Le fait d'avoir amené un enfant adopté dans cette famille était déjà une erreur. Pire, cela a terni le nom de tous. Ils n'ont d'autre choix que d'exiler le garçon. Même celui qui a été libéré ne s'en sortira pas indemne. Le protagoniste demande pourquoi. C'est lui qui a tout fait. Son père n'y est pour rien. Mais celui qui est libéré reste silencieux, puis cesse de parler. Le vieil homme au fond dit qu'il n'a pas été bien élevé. Un enfant dans la conversation des adultes. Il ne comprend pas le nom de cette famille, ni les disputes et trahisons sur le chemin du sommet. Même dans cette salle, beaucoup d'entre eux ne veulent que la paix. Il a besoin d'une garantie qu'aucun d'eux ne nuira à cette famille. Puis il dit à celui qui a été libéré de se souvenir de son échec, quand Roderick lui a coupé le bras ici. Bon sang, ils reviennent à ce jour-là. C'est à lui de trancher la gorge du garçon. S'il le fait, tout sera oublié. Mais il refuse, préférant perdre sa vie plutôt que d'abattre son fils. Sénat demande s'il en est sûr, car s'il l'est, il meurt aujourd'hui. Bon sang, il va mourir. Sa femme, ses filles, tout le monde. La maison du vizir sera démantelée. Les gens s'écartent, entourés d'épées, jusqu'à ce que le protagoniste demande ce qui effraie tant le grand aîné. C'était pathétique de voir un homme adulte trembler de peur d'être mordu par son chien. Il pouvait l'exiler ou faire ce qu'il voulait. S'il veut toucher à sa famille, il essaie de se donner une... En même temps,
Il lève sa chemise pour montrer son tatouage, disant que si sa famille est tuée, une personne à cette aile sera leur ennemi. Ouais, ils peuvent te tuer, non? Dans ce cas, tu n'es plus un ennemi. Ils ont cette option aussi, mon ami.